Merci d'être avec nous cet après-midi pour ce débat, cette discussion autour du thème Où va l'espace, les nouveaux défis de l'espace européen. Alors c'est quelque chose que nous avons souhaité présenter aux rencontres du ciel et de l'espace, ces 10e rencontres, parce que en quelques années, le paysage mondial s'est profondément transformé dans le domaine spatial. Alors, il y a l'entrée de nouveaux acteurs comme SpaceX ou Amazon, avec des ambitions des uns et des autres, avec le Japon, l'Inde, la Chine, avec des projets de vol vers la Lune, avec les astéroïdes, avec les promesses de vol humain vers Mars, etc. Tout ça, vous en entendez parler, souvent sous le nom de New Space dans l'actualité, et on va réagir à ça. Alors, comment réagit l'Europe? Quelles sont les réponses qu'elle prépare à ce nouveau monde? Nous allons parler d'Ariane 6, de Galileo, nous allons parler de l'actualité. Elle est extrêmement chargée en ce moment, c'est le moins qu'on puisse dire, à la fois dans les jours qui ont précédé ce débat, et en même temps dans les jours qui viennent, avec le lancement d'un astronaute français, avec la mise en orbite, on l'espère, des satellites Galileo qui devraient inaugurer la constellation GPS française, européenne, pardon, on va dire européenne, voilà. GPS, mais on dira Galileo bientôt. Et pour parler de tous ces sujets en lien avec l'actualité et une certaine vision du monde, merci d'accueillir nos 4 invités. Merci Madame Geneviève Fioraso d'être avec nous. Vous êtes députée de l'Isère et ancienne secrétaire d'État chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche entre avril 2014 et mars 2015, et vous avez dû gérer un dossier extrêmement important qui était la discussion autour de Ariane 6. On va en reparler, et vous avez remis récemment au Premier ministre un rapport sur l'espace. Jean-Jacques Dordain est avec nous aussi, bonjour. Vous êtes Jean-Jacques Dordain, ancien directeur général de l'Agence spatiale européenne. Vous avez, pendant 3 mandats, défendu 22 pays européens, en tout cas organisé l'activité de 22 pays européens. Et vous disiez tout à l'heure, lors de votre présentation sur la façon de s'intéresser aux astéroïdes, que pour vous, tous les 3 mois, il y avait un changement de gouvernement. Donc c'est quand même quelque chose qui peut compter. Et aujourd'hui, vous vous occupez, je dirais, vous vous intéressez pour le Luxembourg à une initiative sur l'exploitation des astéroïdes. On va en parler aussi. Nicolas Chamussy, bonjour, merci d'être avec nous aussi. Vous êtes le directeur des activités spatiales d'Airbus Group. Vous êtes arrivé assez récemment à la tête de ces activités. En fait, c'était en juillet. Je rappelle que Airbus Group, en tout cas pour l'espace, est le numéro 1 de l'industrie spatiale en Europe et le numéro 2 dans le monde. Un chiffre d'affaires de 14 milliards d'euros, 40 000 collaborateurs, et vous êtes, et c'est l'occasion de vous remercier, le sponsor industriel des rencontres du ciel et de l'espace, et évidemment on compte sur votre fidélité. Merci beaucoup. Mais c'était pas un piège. Joël Barre, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes Joël Barre, le directeur général du CNES, le Centre national d'études spatiales, donc l'Agence française de l'espace. Vous avez un long passé dans l'activité spatiale en tant qu'ingénieur, et vous avez dirigé pendant de nombreuses années le Centre spatial guyanais, le CSG, où vous avez pu voir l'accélération des cadences et l'organisation de 3 lanceurs sur un site qui est aujourd'hui extrêmement important, donc Ariane, Soyouz et Vega. Voilà, donc il y a beaucoup de matière. Je voulais démarrer avec vous sur l'actualité, qui nous permet en fait, je dirais, de se poser un certain nombre de questions. En quelques mois, on a vu 2 choses qui étaient extraordinaires. On a vu la fin de la mission Rosetta. Rosetta, c'est la mission qui s'est mise en orbite autour de la comète Chury, qui a déposé le petit robot Philae. Il y a un chien à l'Élysée qui s'appelle Philae, si mes informations sont bonnes, si mes souvenirs sont bons. Et on a vu cette mission, il y a quelques jours, se terminer en beauté, et c'est un succès extraordinaire de l'Europe spatiale. Et il y a quelques jours encore, ExoMars, donc, qui est une mission importante pour l'Europe,
qui a vu se mettre en orbite autour de la planète rouge un satellite principal, Trace, et puis une tentative de poser un atterrisseur Schiaparelli. Alors, on a parlé d'échecs, l'Agence spatiale européenne n'a pas parlé d'échecs, mais de missions qui n'a pas réussi ses objectifs complets de se poser, mais des leçons en seront tirées. Moi, ce qui m'intéresse, c'est votre réaction par rapport à ce que veut dire échec-succès. On a souvent l'impression que dans le domaine spatial, le succès, c'est quelque chose de très, très proche de l'échec. Et je voudrais savoir comment vous vivez ça, comment vous ressentez ça dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, on se dit, oui, on a encore raté de se poser sur Mars. Et en même temps, d'une certaine façon, c'est un peu normal parce que vous le rappeliez, ou quelqu'un le rappelait tout à l'heure, il y a eu 26 tentatives et 16 succès. 26 échecs et 16 succès. Voilà. Donc, voilà ma première question, c'est celle-ci, c'est échec-succès. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Jean-Jacques Torbin. Oui, merci. Je peux commenter cela. Aller dans l'espace, c'est un défi. C'est difficile d'aller dans l'espace parce que on va toujours vers l'inconnu. Donc, on repousse les frontières de l'inconnu en allant dans l'espace. Et les échecs font partie des progrès. Et je le dis parce que je l'ai déjà dit. J'ai été 12 ans directeur général, vous l'avez rappelé, et pendant ces 12 ans, il n'y a eu que des succès. Bon, ça n'a rien à voir avec moi, ce sont les ingénieurs et l'industrie qui font les succès. Mais j'en ai profité pour dire, ça n'est pas normal. C'est-à-dire, ne pas avoir d'échec est malheureusement une démonstration qu'on n'a peut-être pas assez pris de risques. Parce que aller dans l'inconnu, c'est prendre des risques. Et prendre des risques, c'est quelquefois avoir un échec. Alors, oui, ce qui apparaît a été un échec. On a déjà eu des échecs, et notamment des échecs d'Ariane, ce qui n'empêche pas Ariane d'être aujourd'hui le lanceur le plus fiable du monde. Ce qui est important, c'est d'apprendre d'un échec. Ce qui n'est pas acceptable, c'est d'avoir 2 fois le même échec. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Mais avoir un échec, on apprend toujours d'un échec. Et donc... bon, ça fait partie, je suis persuadé que ça fait partie du progrès. Et tout à l'heure, on va parler d'investissement public et d'investissement privé. La prise de risque est un élément majeur, justement, et peut-être une différence majeure entre l'investissement public et l'investissement privé. Madame Fioraso, est-ce qu'on a la même perception de l'échec aux États-Unis qu'en Europe? Est-ce qu'on l'entend de la même façon? Alors moi, le rapport que j'ai eu le plaisir de rendre à Manuel Valls il y a 3 mois, j'ai mis comme phrase la phrase du poète René Char, « Comment vivre sans inconnu devant soi ?» Et l'espace, c'est vraiment souvent l'inconnu. Et comme le disait Jean-Jacques Dordain, ça suppose qu'on ne peut pas réussir à tous les coups, sinon c'est qu'on ne prend aucun risque. Donc j'ai été confortée dans cette idée en allant aux États-Unis, à la fois comme ministre en 2012 à 2014, puis comme secrétaire d'État et puis pour le rapport. Et j'y suis allée la dernière fois, non pas cette année, mais l'année précédente, où déjà SpaceX avait connu un échec. Bon, il n'y avait pas de satellite israélien posé dessus, donc c'était un moindre mal. Mais enfin, quand même, le lanceur s'était crashé. Et c'était un vol institutionnel, donc la NASA avait perdu, comme la NASA l'achète plus cher que lorsque c'est vendu à l'export, la NASA avait perdu 120 millions de dollars, c'est quand même pas rien d'argent public. Et j'ai discuté avec mes collègues congressmen, et j'ai eu des réponses que je n'aurais certainement pas eues ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat, ni encore moins dans les cabinets ministériels, et Bercy, j'en parle même pas. C'est-à-dire qu'ils m'ont dit, c'est normal, dans un processus d'innovation, et avec des gens qui viennent des GAFA comme SpaceX, on est dans un processus d'innovation. C'est normal qu'il y ait des dysfonctionnements. Ce qu'il faut, c'est pas 2 fois la même erreur, apprendre de ses échecs, rebondir très vite. Mais ça fait partie du processus normal d'innovation. Et je me dis que ce serait pas mal qu'on acquiert cet état d'esprit en France et en Europe, ce que vient de dire Jean-Jacques. Et je pense qu'il y a toute une part du marché
que je me refuse à appeler New Space parce que je ne veux pas qu'on dise qu'il y a un Old Space, ce sont des compétences qui sont les mêmes, simplement c'est une culture différente. Il y a tout un segment du marché sur les constellations, sur les nanosatellites, les CubeSats, où il va falloir apprendre, ou sur les innovations de rupture comme effectivement le réutilisable ou d'autres, il va falloir apprendre à accepter l'échec. Puis il y a des choses qui sont en demi-teinte. Moi, j'étais là au moment de Philae avec le président de la République, avec le Dénurec, Najat Vallaud-Belkacem, bref, et puis il y avait beaucoup de jeunes, surtout beaucoup de lycéens. Sur le coup, c'était pas le succès à 100%, hein, souvenez-vous. Oui, ça fait Voilà, ça n'a pas atterri tout à fait au bon endroit. Philae était attendu à un autre endroit, pas dans l'ombre, pas dans un endroit aussi escarpé sur la comète Tchouri. Et ça rendait les choses plus difficiles pour avoir le signal. Alors on voyait bien que les images arrivaient plus lentement que prévu. C'était pas un succès à 100%, mais n'empêche qu'on a eu des images ensuite formidables. La technologie au sol a permis ensuite de récupérer l'affaire. Et du coup, c'était un succès. Mais les succès 100% dans ce genre d'événements, d'exploration complètement inédites, c'est rare les succès à 100%. Donc il faut vraiment accepter cette idée qu'on avance en marchant et que ce ne sera pas toujours un succès à 100%. Mais c'est difficile dans un pays où on n'apprend pas du tout à l'école. Dès l'école, on apprend à avoir bon. On n'apprend jamais. La pédagogie française, c'est pas celle qui apprend à rebondir sur ses erreurs. Mais je pense que si on veut innover, si on veut être un pays d'innovation, il faut qu'on acquiert cet état d'esprit. Merci. Nicolas Chamussy. Oui, il me semblait avoir lu un article de Yann Werner, juste le patron de l'agence spatiale, ton successeur Jean-Jacques, qui avait fait un petit calcul en disant la mission dont on dit qu'elle a eu un échec, en fait 80% de la masse est bien en orbite autour de Mars, les 20% restants ont fait 80% du boulot, donc on est à 96% de réussite. Alors le calcul, je pense qu'il veut rien dire, il est plus pour amuser la galerie. Mais je pense qu'il y a quand même un état d'esprit, enfin, Jean-Jacques et Geneviève le disaient, il faudrait qu'on arrête on pourrait arrêter de parler d'échec. On pourrait dire, c'est une mission, les Américains diraient comme ça, les Américains diraient, c'est une mission qu'on a faite, qui n'a pas complètement fonctionné, mais dont on va apprendre. On apprend, et puis la prochaine fois, on fera mieux. Moi, j'étais patron d'un programme qui s'appelle l'ATV, qui est peut-être un petit peu connu dans cette salle, au moment où le directeur général de l'agence était Jean-Jacques Dordain. Ce n'était pas un programme très très simple. On a eu des difficultés, mais on a appris beaucoup au sol, parce qu'évidemment, on apprend toujours au sol. Moi, je serais intéressé de voir l'analyse post-mission de ce succès à 96%, pour qu'on comprenne bien quelles ont été les difficultés. On va apprendre et on va s'apercevoir que finalement, il y a peut-être des essais qu'on n'avait pas faits, il y en a peut-être qu'on a fait qui n'étaient peut-être pas nécessaires. On va apprendre et la fois suivante, ça fonctionnera mieux. Je voulais juste donner un exemple, parce que Geneviève parlait du New Space et des constellations. On a été sélectionné l'année dernière, ou il y a un petit peu plus d'un an, pour le développement d'une constellation qui s'appelle OneWeb. Alors OneWeb, c'est une constellation parmi d'autres. Pour l'instant, c'est celle qui a le vent en poupe. On est en train de développer, on va produire à partir de juin l'année prochaine 900 satellites. Donc on va en produire, on calibre les chaînes de production pour en produire 2,5 par jour. L'année dernière, chez nous, dans mon entreprise, on a dû produire 6 satellites, je crois, 7 peut-être. Donc voilà, on va passer à 2,5 par jour. Alors évidemment, on ne produit pas 2 satellites et demi par jour, avec un prix qui est un ordre de grandeur, pour ne pas dire 2 ordres de grandeur en dessous de ce qu'on fait par ailleurs. On ne conçoit pas de la même manière, hein, les missions ne sont pas les mêmes, mais on conçoit une constellation dans laquelle on dit, on va lancer des satellites et on tolère dès le début un taux de panne ou un taux de non-fonctionnement ou de mauvais fonctionnement en orbite qui est calculé, qui est pris en compte dans le design de la constellation dès le début. C'est peut-être plus compliqué sur les satellites scientifiques parce que pour le compte, ça détermine comme ce qui va arriver. Dans quelques jours, il y a une discussion qui va avoir lieu sur est-ce qu'on fait Mars 2020, c'est-à-dire ExoMars 2020, c'est-à-dire la suite, hein, et vous construisez un rover
en Angleterre qui doit être positionné sur un atterrisseur. Donc là, on voit bien que ça met quand même en difficulté un peu. Alors, on le pourrait proposer programme. à l'agence spatiale de développer 900 rovers et de les lancer. Oui, oui. Mais ça ne marchera pas, ça, Bien sûr. ça paraît un peu lourd. Non, effectivement, pour les missions telles que celle dont on vient de parler, la dialectique ne s'applique pas. Mais malgré tout, il y a dans les philosophies de développement, dans les philosophies de production, il y a certainement pas mal de choses qu'on va reprendre. Il faudra du temps pour qu'on les in-source dans des programmes scientifiques. Et il y a certainement beaucoup de méthodes de développement, beaucoup de concepts de développement, concepts d'essai qu'on va réutiliser, qui auront un impact vraisemblablement sur les coûts et sur les développements. Il faudra quelques années, mais on y arrivera. Merci. Joël Barge, juste parce que vous l'avez vécu, je dirais heureusement pas très souvent, mais quand vous étiez au Centre spatial guyanais, on ne fait pas la même tête quand il y a un échec que quand il y a un succès. Comment c'est perçu dans ce milieu pour qu'on le comprenne bien quand on ne vit pas dans ce milieu? Échec, succès, ça fait partie du jeu? Moi, je dirais sur ce débat qu'on vient d'entamer là sur l'échec ou le succès, je dirais deux choses. Apprendre de ces échecs, oui, bien entendu, c'est essentiel. Et je pense qu'il faut dire au public qui nous écoute ce soir que la mission ExoMars qui a été évoquée, effectivement, elle se fait en 2 temps. ExoMars 2016, qui a été lancée cette année avec donc le résultat que vous avez rappelé tout à l'heure. Effectivement, il y a eu une mise en orbite réussie de l'orbiteur, le 13 gaz orbiteur, qui est là pour mesurer en particulier le méthane qui se trouverait dans l'atmosphère martienne, voir si son origine est biologique ou géologique, par exemple. Ça, c'est un parfait succès. Et deuxièmement, il y avait un atterrisseur, et cet atterrisseur est là pour nous apprendre à réussir la mission ExoMars 2020. ExoMars, c'est 2 missions successives, dont la première, celle de 2016, a un caractère précurseur d'études donc de la mission suivante. Donc la première chose à faire, effectivement, ça a été dit tout à l'heure, c'est d'apprendre de ces échecs et de faire en sorte qu'on puisse effectivement mieux garantir la mission suivante. Et je crois qu'avec ExoMars, on est dans ce cas de figure-là. Bon, deuxièmement, les échecs, moi, je ne les ai pas connus quand j'étais au CSG. Non. Quand j'étais au CSG, en tant que directeur du CSG, je n'ai connu que du succès, comme Jean-Jacques à l'ESA. Par contre, je l'ai connu. J'ai connu l'échec de l'Ariane 5 de 2002. J'étais à l'époque le patron de l'activité de propulsion spatiale de SNECMA. Et c'est précisément le moteur de SNECMA qui avait foiré, si vous me passez l'expression, lors de ce lancement. Certains s'en souviennent, nous avons eu cet échec en décembre 2002 et il a fallu attendre février 2005 pour repartir en vol avec le même lanceur, évidemment cette fois-ci avec succès. Et je crois que dans cette période, moi, ce que j'ai mesuré, c'est ce qui a été évoqué précédemment. Effectivement, il y a quand même une différence de sensibilité à l'échec entre les Européens et les Américains. Quand l'Ariane 5 ECA de décembre 2002 s'est plantée, si vous passez l'expression là aussi, tout a été remis en cause, y compris des gens qui ont dit c'est pas ce lanceur qu'il faut faire. Tout a été remis en cause dès que effectivement nous avons un échec qui était un vrai échec puisque c'était un échec de premier vol de qualification, mais quand même c'était un premier vol de qualification. L'origine de l'échec résidait dans le fait que, comme ça a été évoqué tout à l'heure par Nicolas, on n'avait pas pu essayer au sol quelque chose qu'on a rencontré en vol, très exactement, la traversée de l'atmosphère par le divergent du moteur de l'étage inférieur. On ne pouvait pas le simuler au sol parce qu'on n'en avait pas les moyens. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'aurait pas pu s'en apercevoir autrement. Je suis en train de dire qu'on était sur un premier vol de qualification sur lequel l'origine de l'échec avait une explication. Eh bien, malgré ce, on a mis 2 ans et plus pour revenir en vol, parce qu'on a voulu tout repeigner, parce qu'on a inventé une nouvelle configuration de lanceur pour pallier effectivement la période qui nous faisait passer de l'échec au succès. Donc nous avons une sensibilité à l'échec qui est effectivement supérieure à celle des Américains. Alors ça vient aussi du fait quand même, il ne faut pas perdre de vue le fait que nous ne jouons pas dans la même cour en termes de moyens. Les Américains ont les moyens de tester en vol un certain nombre de technologies de rupture, nouvelles, alors que nous avons des programmes de recherche et technologie qui sont la variable d'ajustement de nos budgets. Donc nous avons malheureusement un risque supplémentaire quand nous arrivons en développement d'avoir un échec parce que nous ne l'avons pas suffisamment étudié dans les phases intérieures de recherche et technologie. Bon, il faut faire avec, il faut vivre avec. Et je crois qu'effectivement, nous essayons de le faire du mieux que nous pouvons. Merci. Deuxième sujet d'actualité, et vous allez être questionné. Oui, Jean-Jacques, pour terminer. Juste une phrase, puisque j'ai dit que, en tant que directeur général, je n'avais connu que des succès. Tout le monde se souvient qu'après chaque succès, je disais,
Ce qui m'ennuie le plus dans un succès, c'est que ça paraît toujours facile. Alors que ça n'est jamais facile et jamais donné. Et c'est toujours le résultat d'un travail absolument énorme de la part des ingénieurs. C'est pas complètement vrai, parce que je me souviens de vous avoir téléphoné un jour où il y avait un pénétrateur qui avait tenté de se poser sur Mars et on n'en avait plus de nouvelles. Ça, c'était Beagle. Ça, c'était Beagle. Bon, c'était un instrument qui avait été fourni par le Royaume-Uni. Voilà. Voilà, c'était important de le préciser. Merci beaucoup. J'ai juste une anecdote, mais ce n'est pas tellement une anecdote. Depuis que le président François Mitterrand avait assisté à un crash à Kourou, plus aucun président de la République française n'a assisté au moindre lancement à Kourou. C'est totalement maudit, parce qu'il n'y a pas d'acceptabilité, mais dans les médias non plus. Dans les médias français, sont bien plus indulgents avec les crashs de SpaceX qu'ils ne le seraient avec un crash d'Ariane Espace. Ouais, ils sont très beaux, ils sont bien filmés. Oui, on en fait des succès, on en fait une histoire de succès. Donc je crois que les médias aussi doivent changer leur regard, si je puis me permettre. Et pour amener François Hollande au départ l'atterrissage de Philae, il avait fallu passer par-dessus son cabinet qui voulait le protéger, et il est venu. Mais il faut savoir que voilà, cette sensibilité à l'échec, il faut aussi que la culture générale et les médias peuvent jouer un rôle. Bon, essayer de mettre un président en orbite, c'est pas toujours facile. Second sujet d'actualité, parce qu'il est déjà dans les médias, mais il nous oblige aussi à penser à la stratégie européenne. C'est l'astronaute Thomas Pesquet, que tout le monde connaît, parce que c'est un excellent communicant, que c'est quelqu'un qui est actuellement à Baïkonour et qui va s'envoler pour la Station spatiale internationale pour une mission de 6 mois. Et le vol aura lieu, en principe, jeudi, la semaine prochaine. Bon, c'est un astronaute européen de nationalité française qui a été sélectionné parmi des milliers de candidats. Reste que c'est le dernier vol d'un Français remonte à 10 ans. Il n'y en a pas eu avant, c'était, je crois, Léopold Yartz. Que l'avenir de la Station spatiale internationale est assuré jusqu'en 2024. Je rappelle que cette station a démarré sous Reagan et s'est terminée sous Obama, et l'exploitation a commencé sous Obama. Donc c'est des projets qui sont sur 25 ans, 30 ans parfois. Que vous avez fabriqué l'ATV, donc le système de transport européen qui permettait de desservir la station, mais que c'est fini, qu'aujourd'hui ce programme est terminé. Ma question est très simple, c'est quel est pour vous le sens de ce vol, et est-ce que le vol habité a un vrai intérêt pour l'Europe? Madame Fioraso. Le vol habité, c'est ce qui fait le plus rêver. Déjà, ce qui fait le plus vibrer, c'est ce qui fait le plus partager la passion pour l'espace. Donc je pense qu'il est indispensable aussi pour l'adhésion collective et l'imaginaire collectif. Ça n'a pas l'air important, mais en fait, c'est très important. Il n'y a pas que du rationnel dans le spatial. Il y a aussi le fait de repousser les frontières, d'aller dans une autre dimension. Et je pense que pour l'espoir, en général, pour la confiance dans le progrès, c'est pas mal quand c'est incarné. Puis en plus, on a la chance avec Thomas d'avoir quelqu'un de sympa, de convivial, d'extrêmement communicant, vous l'avez dit, mais en plus quelqu'un qui aime partager et qui aime partager sa passion. C'est pas un communicant au sens je raconte une histoire avec quand même quelques approximations, genre Elon Musk, on ira dans Mars, ça a changé dans 2 ans, dans 10 ans, dans la date, la durée change toujours. Lui, il est précis, mais quand même, il fait partager son histoire. Et puis, ça nous a amené des choses indispensables, des connaissances qu'on n'aurait pas pu acquérir autrement, notamment avec des implications dans le domaine de la santé, pour lutter contre l'ostéoporose, pour lutter contre le diabète, pour lutter contre certaines cardiopathies. Eh bien, l'espace a été extrêmement utile parce qu'on perd 20% de sa masse osseuse dans l'espace, que le cœur en prend un coup, l'activité cérébrale également. Donc on a la chance là aussi en France d'avoir un centre à Toulouse qui s'appelle le MEDES. Et certains d'entre vous le connaissent peut-être. On y fait des expériences. Quand on y va, on voit des gens qui flottent dans l'eau. On n'aimerait pas être à leur place d'ailleurs, parce qu'il reste 15 jours, 3 semaines parfois
sans bouger sur leur matelas d'eau, ils sont nourris sur place parce qu'on regarde l'influence sur le corps d'être comme en apesanteur. Mais c'est très important en matière de conséquences et de connaissances dans le domaine de la santé. Donc il y a des applications importantes, ça fait partager un imaginaire. Dans le domaine technologique, dans le domaine de la diffusion de technologiques ensuite dans l'industrie, c'est aussi important parce que en restant pendant une grande période comme ça dans l'espace, on teste des matériels, on teste la connectivité avec le sol. Donc il y a des innovations technologiques qui ensuite se diffusent dans l'industrie. Donc à tout point de vue, oui, c'est bien. Puis moi, je crois que ce qu'il y a de bien dans l'exploration spatiale, et vous parliez de l'ISS, enfin la Station spatiale internationale, pardon, c'était important parce que ça a fait travailler ensemble des gens qui, même lorsque les gouvernements étaient en froid, les scientifiques, les astronautes ont travaillé ensemble. C'est un côté universel, c'est ce que permet quand même la science. Et là, c'est la science au plus haut niveau, et encore une fois, en faisant appel à l'imaginaire. Donc ça frappe vraiment quand la Russie, les États-Unis, l'Europe, la Chine travaillent ensemble sur un projet commun, c'est quand même formidable. Et quand on voit les évolutions politiques récentes, on se dit que c'est important qu'il y ait des gens qui prônent l'universalité et pas la rupture. Même si on est, je dirais, un peu dépendant du leader qu'est l'Amérique, qui pour le compte tire le programme, parce que sans l'Amérique, il n'y a pas Oui, de... mais soyons plus forts en Europe. Soyons plus forts en Europe. On l'a fait pour Ariane 6, on va peut-être en parler. Moi, je me félicite d'autant plus qu'on a réussi à lancer un nouveau lanceur, que c'est d'autant plus important depuis quelques jours d'avoir un accès autonome et souverain à l'espace. De la même manière, Galileo, c'est important aussi. Donc soyons forts en Europe et sachons sur ces grands programmes, de toute façon, personne ne peut faire quoi que ce soit seul. La NASA a besoin des compétences de Toulouse pour Rover, pour la ChemCam, la caméra chimique. Enfin, personne ne peut plus travailler seul. L'Asie va monter en compétences, a déjà monté en compétences. Donc voilà, ce sera forcément un projet universel. La Russie, qui avait baissé un peu ses financements, mais tôt ou tard les reprendra parce que c'est aussi un enjeu pour eux, scientifique et de souveraineté. Donc moi je crois qu'il ne faut pas raisonner boutique, il faut raisonner vraiment coopération internationale. Merci, Jean-Jacques Dordain. Pour reprendre ce qu'a dit Madame Furasso, c'est-à-dire, le vol habité, c'est d'abord une aventure humaine avant d'être une aventure spatiale. Et c'est un laboratoire absolument extraordinaire de coopération. C'est-à-dire, la compétition en matière de vols habités n'a duré que moins de 10 ans. Dès que le drapeau américain a flotté sur la Lune en 1969, américains et soviétiques à l'époque, qui étaient les deux ennemis de l'époque, ont décidé de faire un vol habité ensemble, Apollo-Soyouz en 1975. La Station spatiale internationale, c'est d'abord un laboratoire de coopération avant d'être un laboratoire scientifique. Pour faire vivre 6 personnes là-haut, il faut 6000 personnes sur 3 continents qui travaillent ensemble et qui aient confiance les uns envers les autres. Aujourd'hui, malgré les tensions politiques, c'est toujours le Soyouz russe qui emmène tous les astronautes à bord de la Station spatiale internationale. Donc, comme vous le savez, il y a quelques discussions entre la Russie, les États-Unis, l'Europe. N'empêche que cette Station spatiale internationale, ça permet aux gens de continuer à travailler malgré les problèmes politiques. Donc, c'est d'abord une aventure humaine. Et la meilleure preuve, c'est que c'est moi qui ai sélectionné ces astronautes en 2009, et j'ai toujours raconté qu'il y avait 4 postes d'astronautes ouverts à l'époque, 8000 candidats, il y avait 4 postes de directeur à l'ESA ouverts, 80 candidats. Donc c'est 100 fois plus intéressant d'être astronaute que directeur. Et donc c'est tout de même, au-delà de la plaisanterie, l'intérêt manifeste des vols habités. Et dernière chose, les astronautes sont encore bien plus importants au sol qu'en orbite, parce que ce sont les meilleurs ambassadeurs qui puissent exister de l'espace et de ce que l'espace apporte à chaque citoyen. On vous comprend bien, mais vous avez aussi entendu le débat récurrent sur le manque d'ambition, finalement, des vols habités, en disant, on tourne autour de la Terre depuis... le dernier vol vers Apollo, c'est 1972, si mes souvenirs sont bons. Il n'y
n'y a pas de grande dynamique, il y a quelque chose qui perdure dans un système qui tourne autour de la Terre et on n'arrive pas à en sortir. On a beaucoup appris avec la Station spatiale internationale. Je rappelle que la Station spatiale internationale, c'est l'addition de 2 stations. La station qui s'appelait Freedom à l'époque, Liberté, la station de l'Ouest, et la station Mir 2, la station de l'Est. Et donc, c'est l'addition de 2 stations. Et je peux vous dire qu'additionner 2 stations de cette taille en orbite et faire travailler de façon opérationnelle 3 continents sur la Terre, c'est un apprentissage qui permettra ensuite d'aller beaucoup plus loin. Il vaut mieux apprendre dans la banlieue avant d'aller plus loin, plutôt que d'apprendre sur la Lune. Donc on ira sur la Lune, on ira sur Mars, ça j'en suis sûr. La grande différence, c'est qu'on ira ensemble. Et ça, c'est important. Il fallait d'abord apprendre à travailler ensemble. Y compris avec les Chinois. Y compris les Chinois. Moi, j'ai toujours été un grand partisan d'associer les Chinois et j'ai pris pas mal d'actions pour qu'on puisse travailler avec les Chinois. Nicolas Chamusy, j'ai dit que la TV c'était terminé. En fait, c'est la suite aujourd'hui qui est préparée puisque Airbus contribue à la capsule Orion donc par le module de service hein, qui est, je dirais, une suite de la TV. Vous êtes un promoteur, je dirais, industriel du vol habité. Vous pensez qu'il faut faire plus ? Voilà. D'abord, je voudrais rassurer la salle. Les questions ne sont pas prévues à l'avance. Et j'avais pris le micro justement pour rappeler que la TV n'était pas complètement morte, parce qu'effectivement, on travaille sur Orion. Et effectivement, on n'a pas les questions n'ont pas été débattues entre nous. Bon, donc, on est bien en ligne. Oui, alors moi, en tant qu'ancien patron de la TV, j'aurais mauvaise grâce quand même qu'à dire que je ne suis pas un fervent partisan de l'exploration spatiale, d'autant plus qu'effectivement, on réutilise une partie de ce qu'on a développé grâce au soutien des États et pour le compte de l'Agence spatiale européenne, justement pour contribuer à ce module Orion avec lequel on a des perspectives d'aller un petit peu en dehors de l'orbite terrestre immédiate. Donc ça, effectivement, je crois que c'est des compétences qu'on a développées, qu'on n'a pas réutilisées tout de suite. On peut regretter qu'il n'y ait pas eu de suite de la TV entièrement européenne, mais comme le disaient Jean-Jacques et Geneviève, on a tellement appris à coopérer avec nos amis américains et russes, pas encore avec les Chinois. Sur l'ISS, il n'y avait pas encore les Chinois. Moi, je me souviens de réunions absolument incroyables, les revues de fin de développement de la TV, les revues de qualification de la TV, où nous, Européens, on devait aller expliquer et démontrer à nos amis de la NASA, à nos amis russes, que le véhicule qu'on avait designé, enfin le système qu'on avait conçu, c'était pas simplement le satellite, mais c'était la TV, mais c'était aussi son centre de contrôle. Il fallait qu'on démontre qu'il n'allait pas percuter la station dans laquelle on avait des amis astronautes. Je me souviens de revues de qualification, je ne sais pas si Jean-Jacques tu y étais, qu'on a fait un jour à Moscou devant tous les les hauts gradés de l'industrie ou du complexe industrialo-spatial russe. Et puis, 2 jours plus tard à Houston, la même revue, parce qu'il fallait qu'on ait la signature des deux grands partenaires de cette station. Les copropriétaires. C'était 2 mondes, les copropriétaires. Voilà, nous, on était le nouvel arrivant qui venait se docker avec son petit ATV. C'était des mondes, mais qui s'étaient pas parlé pendant des années. Qui vivaient encore de manière complètement différente. Je me souviens de ces revues de qualification où on avait devant nous peut-être 900 personnes comme ici, qui se levaient les uns après les autres, qui disaient on est d'accord pour... on appelait tous les métiers les uns après les autres, alors responsable du système de docking, le système de propulsion, l'électrique, la génération de puissance, etc. Ils se levaient tous les uns après les autres en disant on est d'accord, on n'est pas d'accord. Et puis 2 jours plus tard, on était à Houston, avec une ambiance un peu différente. Il n'y avait pas 300 personnes dans la salle, il y avait une espèce de grande salle ovoïde, avec des gens qui rentraient, qui sortaient, qui avaient une canette de coca, qui discutaient. Mais finalement, c'était 2 mondes complètement différents, mais qui vivaient attachés ensemble l'un avec l'autre là-haut, et avec lesquels on a réussi à coopérer. Et ça, c'est des miracles que ne permettent que ce genre de programme. Dernière petite chose sur la réutilisation de la TV ou des
des compétences qu'on a dérivées de la TV. On travaille beaucoup en ce moment, et on n'est pas les seuls, sur des moyens alors on appelle ça New Space ou nouveau, peu importe le nom, pour les opérations en orbite, pour le ravitaillement, la réparation, si on est un petit peu futuriste, l'échange d'équipements pour des satellites qui sont en orbite et qu'on voudrait plutôt ravitailler plutôt que de lancer des nouveaux. Voilà, ça aussi, c'est des choses qu'on se sent prêt à faire parce qu'on a toute l'expérience ATV, entre autres derrière nous. Donc voilà 2 applications directes que nous, industriels, on dérive de notre expérience ATV. Et c'est une exigence parce qu'il faut quand même ramener les gens sur Terre vivants. C'est-à-dire c'est une contrainte industrielle importante, c'est que les systèmes doivent fonctionner parfaitement. Il doit fonctionner parfaitement. Alors nous, on ne fait pas encore de retour d'astronautes à bord, parce qu'effectivement, on dépend encore de nos amis russes. J'espère qu'un jour, on le fera en Europe aussi. Oui. Joël Barre. Oui, mais je crois que tout a été dit. C'est-à-dire, effectivement, le vol habité, comme ça a été dit par Geneviève Fioraso, c'est une part de rêve, une part d'aspiration, de motivation, d'attrait des jeunes vers la science, vers le spatial. C'est une part de développement technologique, effectivement, comme vient de le dire Nicolas. Mais effectivement, ça ne peut se réaliser qu'en coopération internationale. Il est clair que l'Europe n'a pas son autonomie dans ce domaine. Je ne pense pas qu'elle y arrive dans les années à venir. Il suffit d'ailleurs de regarder quel est le budget de la NASA, que la NASA consacre au vol habité, pour se rendre compte que si on voulait avoir la même capacité de manière autonome, il faudrait probablement doubler le budget de l'ESA. Donc je pense que ça serait difficile. Donc ça ne peut être qu'une aventure internationale, et c'est aussi un plus, effectivement, comme ça a été dit, faire coopérer la Russie, la Chine demain, les États-Unis, l'Europe aujourd'hui, dans un tel contexte géopolitique, c'est évidemment une grande aventure. Et puis donc, budgétairement, je suis désolé, mais il faut avoir aussi respecté un certain nombre d'équilibres. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie. Le vol de Thomas Pesquet, ce sera des expériences scientifiques en physiologie, ça a été souligné tout à l'heure, des expériences scientifiques en physique, physique des fluides en particulier. Vous savez, on se pose régulièrement des questions sur la physique des fluides, sur le comportement des ergols dans nos satellites et dans nos lanceurs, même pour des lancements qui sont très proches de nous, j'en dirai pas plus. Donc, heureusement qu'on va de temps en temps dans la station pour faire ce genre d'expérience. Avant d'arriver, oui, une petite incise. Une remarque, sans ouvrir le débat, je signale juste l'existence en Allemagne, en ce moment, d'une initiative privée pour essayer de faire voler une femme astronaute, en l'occurrence, puisqu'il n'y avait jamais d'astronautine, comme disent nos amis allemands, qui est jamais volée en Allemagne. Voilà, il y a une initiative qui s'est lancée sur les réseaux sociaux, animée par un certain nombre d'anciens du secteur spatial qui essayent de recueillir des fonds privés pour faire voler une astronaute allemande. Une Claudie Aigneret allemande. Une Claudie Aigneret, oui. Il y a une Samantha italienne, exactement. Avec le café italien. Avant d'arriver à Ariane 6, qui est, je dirais, aussi l'actualité très importante et très attendue, le même jour que le lancement de Thomas Pesquet, en Guyane, Joël Barre y sera, décolle, vous y êtes aussi, Nicolas Chamoussi, décolle Ariane 5 pour lancer 4 satellites Galileo. Galileo, une constellation donc, qui devrait être complète en 2020 avec 30 satellites, un service de positionnement et de datation, c'est-à-dire les deux sont importants, qui sera compatible avec les satellites GPS 3, GLONASS, Beidou, donc c'est-à-dire les Russes et les Chinois. Donc 4 satellites qui devraient nous permettre d'avoir la constellation opérationnelle, le début en tout cas à la fin de cette année. C'est une opération lancée formellement par l'Union européenne en 1999, qui a engagé 3 milliards plus 7 milliards, on en est à 10 milliards d'euros investis. Ce n'est pas une plaisanterie, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc à partir de décembre, on peut attendre des services, des applications dans les transports, les infrastructures, etc. Et ce que
ce programme, je dirais, est un programme qui va révolutionner la vie quotidienne des Européens. Est-ce qu'il arrive pas trop tard? Est-ce que c'est un enjeu stratégique pour nous, les Européens, de posséder notre propre service de géolocalisation et de datation? Et je dirais, quel retour le citoyen européen peut en attendre? Geneviève Fioraso. Bon, d'abord, c'est une bonne nouvelle. Quand même, on a envie de dire enfin, enfin des services Galiléo, après effectivement un démarrage qui était un peu poussif. Je crois qu'on peut dire que ça a été long, ça a été beaucoup plus coûteux que prévu, mais il ne faut pas bouder son plaisir, ça marche, puis c'est une ambition européenne, et je crois que c'est toujours bien d'avoir une ambition européenne, alors même qu'on aurait pu dire, bon, bah, le GPS régit une partie du monde, sans oublier qu'il y a quand même des systèmes de navigation et de géolocalisation russes et chinois. Mais c'était important d'avoir cette ambition européenne. Après, il faut effectivement qu'elle serve, d'où l'importance des services que vont permettre les satellites qui vont être lancés. J'en dirai pas plus pour que ça préjuge pas, mais je suis sûre que ça va bien se passer. Et ce qui est important, c'est deux choses. D'abord, c'est un outil de souveraineté, puisque en France, avec le spatial, c'est une industrie duale. C'est extrêmement important d'un point de vue de la souveraineté d'avoir son propre service de géolocalisation. Aujourd'hui, toute notre défense, en France, en Europe, est dépendante du GPS américain. D'ailleurs, les Américains n'étaient pas très contents au départ, je crois, hein, de voir cette initiative européenne. Et puis, récemment, compte tenu de la montée des actes terroristes, eh bien, ils ont trouvé que ça pouvait être intéressant d'avoir cette redondance, justement. Donc il y a un intérêt, c'est ce que, bon, je suis à la commission défense, c'est ce que nous ont dit les acteurs de la défense, c'est qu'il y avait un intérêt américain de voir qu'il pouvait y avoir une redondance avec un système européen qui fonctionne bien. Donc ça, c'est positif. Ça veut dire qu'enfin, on prend au sérieux Galiléo et on considère que ça va être performant. D'ailleurs, ça risque d'être plus performant. Je crois que vous pourrez en parler, hein, au niveau de la reconnaissance, les performances seront supérieures, puisque les technologies sont plus récentes, à celles du GPS. Donc on peut être fier de ça. Le deuxième point, c'est dans la vie de tous les jours, ça veut dire dans la diffusion industrielle. Là, il y a une question de normes. Il va falloir être très vigilant pour qu'au niveau européen, on demande aux industriels européens, dans les systèmes embarqués, dans la voiture par exemple, puisque ça va beaucoup concerner la navigation, la géolocalisation, ça concerne pas mal quand même les voitures, mais aussi l'aéronautique. C'est important qu'on utilise Galiléo plutôt que le GPS. On saura que ça vient de Galiléo. Non, le consommateur. non, absolument pas. Ce sera absolument pas, mais c'est important pour Galiléo, pour la réussite et la diffusion de Galiléo. C'est important qu'il y ait quand même, comment dire, non pas une contrainte, mais qu'il y ait quand même une très forte incitation pour que les industriels utilisent, les constructeurs automobiles allemands, français, utilisent pour leur système embarqué dans les voitures, parce qu'il y en aura de plus en plus. L'IoT, hein, l'Internet des objets. Qui utilise beaucoup le système du GPS, c'est essentiel qu'on utilise Galiléo. Donc là, il faudra avoir une Europe volontariste. Les Américains, ils sont extrêmement protectionnistes. Hein. On dit toujours un grand pays libéral, etc. Ils sont extrêmement protectionnistes. Et non, ça risque pas de s'arranger, merci de le dire pour moi, mais ils le sont déjà beaucoup au niveau industriel. Donc il faut aussi que nous, on soit un peu patriotes européens. Mais à lire votre rapport, comme à lire d'ailleurs les déclarations de la Commission européenne, on a le sentiment, enfin c'est pas le sentiment, on voit bien qu'il y a une demande du politique à ce que l'espace touche directement, je dirais, le citoyen, peut-être parce que ça se voit pas assez. L'espace, mais ça c'est un autre sujet, mais enfin ça en fait partie, c'est aujourd'hui l'un des plus grands pourvoyeurs de données. On parle beaucoup du big data, des métadonnées, pour parler correctement. Et en fait, l'espace fournit, par exemple pour le GIEC, hein, l'ensemble des 5000 scientifiques qui ont préparé la COP 21 et qui démontrent à quasiment 100% maintenant que l'activité humaine est bien à l'origine du réchauffement climatique. Ils ont utilisé 54% des données qu'ils ont utilisées viennent du spatial. Dans notre vie de tous les jours, chaque minute, on utilise des données qui viennent du spatial, mais ça ne se voit pas.
effectivement. Moi, j'ai appelé l'acteur méconnu du numérique. Mais n'empêche que le numérique, enfin les données, les métadonnées, le big data, ça va devenir un moteur de croissance absolument exceptionnel. On va passer d'un marché, si on peut dire comme ça, international, qui aujourd'hui est estimé à 19 milliards, à près de 100 milliards d'ici 8 ans. Donc, ceux qui maîtrisent les données sont ceux qui auront ce moteur de développement. Et il faut absolument que l'Europe se réveille. Pourquoi ? Parce que vous prenez le programme Copernicus, programme c'est un peu éloigné de Galiléo, hein, l'observation de la Terre. Il y a des données en open data, très bien, les données sont disponibles sur une plateforme ouverte. Simplement, on s'aperçoit qu'à plus de 90% sont les GAFA qui les utilisent. Les GAFA, c'est Google, Apple, Facebook, Amazon. Pourquoi ? Parce qu'il faut une traduction, je ne sais pas comment on peut le dire. Les données brutes, elles ne sont pas utilisables par les PME, par les ETI, les entreprises de taille intermédiaire. Et on a besoin d'outils que les GAFA possèdent et qui leur permettent de cibler les données qui les intéressent et ensuite de les diffuser et de les valoriser. C'est quand même un peu dommage qu'un programme financé à 100% par des acteurs européens soit utilisé, valorisé économiquement, donc en termes d'emploi, hein, par des entreprises américaines. Par les seuls Américains. Donc il y a une urgence, et le CNES s'y employé, Joël pourra en parler, mais il faut que nos SS2I, c'est-à-dire nos sociétés d'informatique, se saisissent de ça, parce que je ne suis pas sûre qu'elles aient toutes bien réalisé encore cette mine de données qu'est l'espace. Ouais. Il faut faire vite. Joël Barre, il y a une nouvelle direction au CNES depuis assez peu de temps, finalement, qui cible en direct les applications. Alors les applications Galiléo, je dirais les applications spatiales, on n'a encore rien vu, le monde va changer pour le consommateur. Non, mais je crois que Geneviève Fioraso a parfaitement raison de souligner que autant nous les ingénieurs, puisque moi j'en suis un, donc je dis nous les ingénieurs, nous sommes très forts pour faire des infrastructures, pour faire des satellites, pour faire des lanceurs, pour faire effectivement des systèmes spatiaux, mais que nous avons tendance effectivement à oublier, Geneviève Fioraso a raison de le souligner, qu'il faut quand même que ces systèmes soient utilisés dans leur pleine capacité. Et c'est vrai que les deux défis que nous avons aujourd'hui devant nous, c'est l'utilisation de Galiléo et l'utilisation de Copernicus par nos entreprises pour faire du développement économique, pour faire des politiques publiques, etc., etc. Donc effectivement, nous nous y employons au CNES. Nous avons décidé de créer au 1er janvier 2016 une direction dont c'est la mission, direction de l'innovation et des applications. Mais nous ne pouvons pas tout faire. Là aussi, Geneviève Fioraso a raison de dire qu'au niveau européen, il faut qu'il y ait une prise de conscience sur ce problème et que ça passe, comme ça a été évoqué par Madame la Ministre, par peut-être des actions de type réglementation. Parce que les Américains, encore une fois, ne s'en privent pas. Il est probable qu'ils ne s'en priveront pas dans le futur. Donc il faut effectivement avoir une réponse politique à la hauteur de l'enjeu. Et c'est fondamental sur Galiléo. Effectivement, Galiléo apportera une performance supplémentaire par rapport au GPS, en particulier en termes de robustesse du signal, dans un environnement urbain, quand vous avez ce qu'on appelle l'effet canyon, quand vous passez dans une rue un peu étroite avec votre GPS, vous pouvez vous en rendre compte dans votre voiture. Donc Galiléo apportera un plus, mais encore faut-il qu'effectivement, on ait fait ce qu'il fallait et sur le plan réglementaire, et sur le plan technique, et sur le plan industriel, pour que cela puisse rentrer en application. Nicolas Chamussy, vous avez parlé de OneWeb, 900 satellites, hein, ces constellations extrêmement importantes. Je veux dire, l'industrie européenne a pris, je dirais, conscience de ce que l'on allait changer brutalement de monde avec les satellites, ou c'est quelque chose qui est déjà engagé? Alors, moi je voudrais juste, pour rebondir sur ce qui a été dit, rappeler, on a dans le périmètre du groupe Airbus, on a une société, une filiale qui opère 6 satellites, partiellement développés avec les autorités publiques d'ailleurs dans différents pays, et qui génèrent des volumes de données, mais absolument faramineux. On a 6 satellites qui tournent autour de la Terre en permanence, qui sont des satellites Pléiades, qui sont des satellites TerraSat, Tandem, etc. Et il y a une évolution extrêmement importante au cours des dernières années qui, autrefois on vendait des images. Vous adressiez à Spot Image à l'époque, vous envoyiez un chèque avec une enveloppe timbrée pour le retour et vous receviez l'image en retour. On vend toujours des images, mais on vend maintenant infiniment plus d'applications et de services. On vend des applications, alors c'est bien connu, on vend des applications
aux exploitants agricoles et aux coopératives agricoles en leur proposant, et ça on peut le faire mondialement puisqu'on a les satellites qui couvrent la planète tous les jours, en leur proposant des recommandations d'apport en engrais ou en eau, par exemple. Ça, c'est des services qu'on fait. On fait aussi, par exemple, des services à des... Je ne vais pas être beaucoup plus détaillé, mais on vend, par exemple, des services à des grandes chaînes de magasins en dehors de la France. On leur compte automatiquement le nombre de véhicules, jour après jour, qui sont sur leur parking pour établir des statistiques. Voilà le genre de services qui sont... qu'on ne peut faire qu'avec des satellites, parce qu'on ne va pas envoyer des drones sur l'ensemble des parkings de tous les supermarchés aux États-Unis, par exemple. C'est des services qu'on fait qui traitent automatiquement des montants de données et qui ne sont pas simplement de la vente d'image. On ne vend même plus l'image. L'image devient presque une commodité. En revanche, vendre ce type de service, vendre des services, par exemple, aux exploitants de mines, auxquels on fournit toutes les semaines un modèle 3D de leur mine, ce qui leur permet de calculer par différence, semaine après semaine, combien ils ont extrait, à quels endroits ils ont extrait. Voilà le genre de service qu'on vend, nous, société du spatial. Alors, vous n'êtes pas une jeune start-up, mais il y a de la place pour les start-up, pour de l'imagination à partir de, je dirais, de ces services, ces nouveaux services satellitaires Alors, bon, là, je reprends le message de ma voisine de gauche, qui a dit dans son rapport que Toulouse était la capitale de l'espace, capitale européenne en tous les cas, avant d'être Toulouse-centré. Et il se trouve que le siège de l'entreprise que je dirige est à Toulouse, ouais. Et je peux témoigner aujourd'hui du nom en particulier à Toulouse, mais ça doit être exactement la même chose à Paris et dans nos grandes villes en France, de la vitalité, à Grenoble, pardon, Grenoble d'abord évidemment, de la vitalité du tissu des petites entreprises et qui ont à nouveau besoin le mot on l'utilise 100 fois par jour, d'un écosystème, mais il y a une vraie réalité. À Toulouse, l'entreprise que je dirige a 3 sites industriels qui sont dans un rayon de 2 km. Le CNES est au milieu. On a Supaéro qui est à moins d'1 kilomètre. On a des instituts du CNRS. On a bientôt un accélérateur de start-up de l'ESA. Voilà ce que c'est un écosystème dans lequel tout un tas de petites entreprises. Alors quand on dit entreprise, c'est parfois une personne avec un PC. Ça commence comme ça. Une idée. Et alors, l'avantage, c'est qu'il y a des ingénieurs du CNES qui ne sont pas loin, il y a des ingénieurs d'Airbus qui ne sont pas loin, il y a des labos de recherche du CNRS. Et ça crée une émulation. Ça permet d'aider ces petites entreprises qu'on héberge nous. Ça permet aussi de stimuler un peu nos ingénieurs, nous qui sommes ingénieurs aussi, en nous disant finalement il y a des idées auxquelles on n'avait pas pensé, des modes de fonctionnement surtout auxquels on n'avait pas pensé. J'en parlerai après. Joël Barre. Non, je voudrais insister là-dessus parce que c'est effectivement important et c'est un rôle que nous devons, nous, l'Agence spatiale française, le CNES, effectivement, adopter et développer. Et d'où l'intérêt de la direction dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et j'ai un exemple en tête. Nous avons récemment passé un accord de partenariat avec une petite société dont je dirai le nom, bien entendu, pour, au-delà du Galileo qui apportera une précision de positionnement métrique, développer du positionnement centimétrique, ce qui suppose un certain nombre de technologies supplémentaires, etc., de brevets qui ont été déposés et donc de développement économique associé. Et c'est effectivement ce rôle-là que nous, jusqu'à présent, sans doute, les agences, nous ne l'avons pas suffisamment développé, même si nous avons créé, l'ESA a créé une pépinière de start-up à Toulouse qu'on appelle le BIC, etc. etc. Ouais. Il faut aller plus loin, plus vite dans cette action, et c'est bien l'intention que nous avons. Alors, il nous reste quelques minutes pour terminer. Je peux juste donner un exemple. Oui, je vous en prie. OneWeb, puisque vous faisiez référence à OneWeb. Ouais. OneWeb, chez Airbus, on est chargé du développement du calculateur embarqué. On va quand même en produire... Du calculateur, pardon. Calculateur embarqué. On va en produire 900 exemplaires. On a été sélectionné en juin de cette année. Le premier maquettage du calculateur a été livré au client à la fin du mois de septembre. Alors, ce n'est pas un calculateur, il n'est pas prêt à voler dans l'espace. Hein. C'est encore un circuit imprimé, certes compliqué, mais avec des fils partout dans tous les sens. Mais je crois que c'est un exemple extrêmement fort du nouveau mode de développement, alors qui ne s'applique pas à tout, hein. Il ne s'appliquera certainement pas à ExoMars dans les conditions qu'on connaît.
mais qui montre qu'on est capable de... Alors, on n'a pas lancé de grands dossiers de définition, de justification. Ça viendra plus tard. Mais on utilise la compétence des ingénieurs de chez nous, on utilise la compétence des ingénieurs des agences, et on utilise surtout des boucles de réaction extrêmement rapides. Les gens sont en permanence, échangent en permanence entre eux. On envoie une maquette du calculateur, on installe une maquette du logiciel embarqué, on fait tourner tout ça ensemble, ça ne marche pas. Les gens s'appellent, ils disent change-moi le composant, ça ne fonctionne pas. On réenvoie une maquette une semaine plus tard, et les boucles sont extrêmement rapides. On va voir ce que ça va donner. On ne va évidemment pas avoir des systèmes qui seront aussi complexes que ce qu'on fait quand on envoie des sondes sur Mars ou sur Jupiter. Mais il y a un mode de fonctionnement un petit peu nouveau qui commence à s'installer, qui n'est pas applicable partout à nouveau, mais qui, je pense, va percoler efficacement dans les années qui viennent. Merci. Oui. J'aurais donné un exemple, parce que dans un grand groupe, on comprend qu'on puisse... s'adapter, etc. Mais dans une ETI comme par exemple Sodern, qui est d'ailleurs une filiale de votre groupe, ils sont 300 et ils vont fournir ce qu'on appelle les viseurs d'étoiles pour le projet OneWeb. Ils en produisaient une cinquantaine, je crois, par an. Ils vont devoir en fournir 1800. Et en divisant le prix entre 50 et 100. Suivant les modèles. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est la révolution dans une entreprise de 300 personnes quand on divise le coût par 100. Merci de me fournir la transition, parce que réduire les prix, c'était bien voilà. la priorité numéro 1. Ce que je voulais dire, c'est qu'ils le font en changeant l'organisation, effectivement, en faisant une espèce de révolution en interne. Tout le monde est très excité, ça remotive tout le monde dans l'entreprise. Ils utilisent des imprimantes 3D pour faire certaines pièces. Ça amène de l'innovation dans des entreprises qui ne sont pas forcément des grandes entreprises. Et ça amène, pardon ? Avec l'aide du pays, avec l'aide des investissements d'avenir, et ça amène une nouvelle culture. Je crois que c'est ça qui est important. Alors, dans quelques années, 2020, un nouveau lanceur, Ariane 6, vous avez fait un communiqué cette semaine pour féliciter tout le monde d'avoir réussi à régler l'affaire. Le 4 novembre, l'Agence spatiale européenne a confirmé donc, son ultime feu vert à la réalisation d'Ariane 6. Quand vous êtes arrivé, il y avait le feu. Je dirais pour résumer de façon peut-être un peu grossière, mais le temps est compté, la société américaine SpaceX a imposé du low cost sur le spatial, des lancements dont les prix étaient divisés par 2, voire par 3. Il fallait que l'Europe réagisse. Ça a donné Ariane 6. Ça n'a pas été simple, semble-t-il, Geneviève Fioraso. Non, ça n'a pas été simple, mais il fallait retrouver le feu sacré de l'Europe et d'un projet européen qui soit accepté par les industriels. Donc je crois que tout le travail a été de faire un travail commun entre le CNES, l'ESA et puis les industriels. Mais l'enjeu, c'était quoi ? L'enjeu, c'était d'avoir un lanceur compétitif, européen, plus modulaire, moins cher, compétitif au niveau mondial et le plus rapidement possible. Et modulaire, donc d'où le Ariane 6 avec 2 boosters, 4 boosters pour pouvoir s'adapter à des charges utiles différentes. Mais il fallait d'abord faire une équipe France soudée, c'était le premier travail. Ensuite, il a fallu convaincre les Allemands. Or, le logiciel, la feuille de route qui était déroulée, c'était un Ariane 5 appelé ME, Mid Evolution, qui était une version différente d'Ariane 5. C'était pas Ariane 6. Et les Allemands, quand ils ont un logiciel qui est en route, ou une feuille de route qui est en route, c'est difficile de les faire changer de point de vue. Donc ça a été l'objet de la ministérielle de l'ESA à Naples. Et l'ESA a joué un rôle fédérateur très important. Je le dis à la place de Jean-Jacques Dordain, parce qu'il ne veut plus parler de l'ESA. Donc j'en parle à sa place, merci Jean-Jacques. Ouais. Il n'a pas été français, il a été directeur général de l'ESA. Enfin vraiment, mais il a su fédérer. Il y a eu aussi un changement on ne l'a pas assez dit, un nouvel équilibre entre le partenariat, dans le partenariat public-privé, avec une responsabilisation plus grande des acteurs privés, parce que si on voulait que les acteurs privés prennent des risques, il fallait aussi qu'ils acceptent la configuration du nouveau lanceur et qu'ils se l'approprient, et même qu'elle soit en correspondance avec ce que les clients désiraient. Donc on a mis en place au niveau français, pour créer cette équipe France, un conseil qui s'appelle le COSPAS et qui
intègre aussi les clients. Je crois que c'est toujours important d'avoir l'utilisateur final, parce que sinon, on peut toujours se mettre d'accord entre soi, mais si in fine ça ne plaît pas aux utilisateurs, on ne sera pas compétitif. Donc c'est ce travail commun qui a été fait. Moi, je suis très reconnaissante à l'Agence française, à l'ESA, enfin, au CNES, à l'ESA et aux industriels qui ont su vraiment sacrifier leurs vacances 2 ans de suite, monter une entreprise. Alors moi, je trouve toujours que tout est trop long. C'est-à-dire qu'on a mis entre la décision, la première fois, on a mis Ariane 6 dans une ministérielle de l'ESA en 2012 à Naples, et ça n'a pas été simple. On a suspendu le conseil pour ça. À l'époque, j'ai dû menacer de quitter la négociation auprès de mon collègue allemand, et puis finalement, tout est rentré dans l'ordre. Ça a débloqué, ça a aidé à débloquer les choses. Et puis, même bagarre en 2014, et finalement, la finalisation totale il y a quelques jours avec une signature le 3 novembre dernier. Mais je trouve que 4 ans, c'est trop long par rapport à la réactivité américaine ou asiatique ou des pays émergents. Mais pour l'Europe, c'est quand même pas si mal. Je trouve qu'on s'en est bien sorti et bravo, bravo à tous. Et les politiques, franchement, étaient là pour soutenir, je crois qu'on peut le dire. Il y a eu il y a eu vraiment un engagement des États membres. Bon, c'est une belle conclusion. Simplement, est-ce qu'on peut se dire c'est terminé? C'est-à-dire, le lanceur n'est pas parti. 2020, c'est très court en termes de spatial. On a toujours cette pression et cette contrainte américaine. On n'a pas choisi nécessairement non plus la fusée réutilisable en partie comme le font les Américains. Est-ce que vous considérez que ce dossier est clos et qu'on va changer d'air parce qu'on a pris les bonnes décisions, ou je dirais ça continue? Moi, ce que j'aime bien dans le spatial, c'est que de toute façon, c'est toujours en évolution, voire en révolution. On a vu la révolution du numérique, avec les GAFA qui viennent, le rôle des métadonnées, et puis le réutilisable. Mais le réutilisable aux États-Unis n'a pas le même contexte que le réutilisable en Europe. En Europe, il y a moins de lancements. On va plus dans le géostationnaire, donc plus loin, donc on abîme davantage, on a plus de risques d'abîmer davantage de lanceurs, donc moins de facilité à le réutiliser. Donc il faut bien regarder les choses, mais pour autant, on travaille déjà, et bon, le CNES le dira mieux que moi, on travaille déjà avec l'aide du PIA et des constructeurs, travaille déjà effectivement à un moteur Prometheus plus rentable et moins cher et encore plus efficace, à un modèle de réutilisable, voilà. Mais en parallèle, mais il ne faut pas perdre de temps, il faut qu'Ariane 6 soit prêt en 2020 comme prévu et dans le corridor budgétaire qui était prévu et qui a été tenu avec rigueur à l'époque par Jean-Jacques Dordain et les États membres. Donc voilà, bien sûr, c'est pas un chemin semé de roses, mais si on veut tenir des défis, avoir une Europe qui soit réactive, eh ben, il faut prendre des risques et puis il faut y aller. Nicolas Chamussy, un commentaire? Oui, ça serait terrible de dire on a signé le contrat de développement d'Ariane 6, on va voler en 2020, maintenant on referme la boîte et on se retrouve en 2021-2022. Ça serait une négation complète de ce que ça signifiait. Je pense qu'autour de cette table, et je crois que c'est pas unanimement, mais assez largement partagé en Europe, qu'on ne peut pas simplement se dire on développe Ariane 6 et on s'arrête. D'ailleurs, il y a déjà des développements complémentaires, supplémentaires qui sont engagés, qui sont en voie d'être engagés pour la suite. Moi, je voudrais juste rappeler cette réorganisation du secteur des lanceurs qui a été, je ne sais pas si ça a été initié en France ou disons, il y a une grosse impulsion française, à la fois industrielle, mais effectivement avec un support politique, une initiative politique extrêmement forte. Moi, si j'en tire une conclusion, c'est qu'on est capable, collectivement, en Europe, de secouer un système qu'on pensait hyperstatique, qu'on pensait figé depuis 20 ans, 30 ans, compliqué, complexe à expliquer, complexe à faire fonctionner. On a été capable de le changer. On va voir si ça fonctionne mieux, mais normalement, ça fonctionnera mieux. Et on le voit bien déjà dans les modes, dans la vitesse à laquelle on fait les développements des lanceurs, conjointement avec le CNES, conjointement avec les agences spatiales. C'est au moins un symbole qu'on est capable de modifier un système qu'on croyait inchangeable. Un petit mot de conclusion. L'espace est toujours agitateur de rêve? Ah oui, ça j'en suis persuadé. Moi je rêve toujours en tout cas. Et je pense que ça fait rêver beaucoup de gens
avec moi. Même si on dit des choses des annonces qui nous promettent un homme sur Mars en 2024 ou je sais pas Ça quoi, fait qui n'est pas réaliste, mais c'est pas grave. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Je pense qu'il faut entretenir le rêve de toute façon. Et parmi les rêves, heureusement qu'il y en a quelques-uns qui ne se réalisent pas dans le calendrier, parce que qu'est-ce qu'on ferait après? Donc il faut toujours rêver. Et moi, je pense que Elon Musk, oui, pour le citer, contribue énormément au rêve. Mais il y a des rêveurs en Europe aussi. Comment? Il y a des rêveurs en Europe aussi. Ah, il y a des rêveurs en Europe, et moi encore une fois, à mon âge, je rêve, j'ai encore beaucoup de rêves, et c'est pour ça qu'il faut que je cours de plus en plus vite. Merci à vous d'avoir participé à ce débat, merci à vous de nous avoir suivis, et à bientôt.